Bonjour à tous. Bonjour Dominique. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Dominique. Dominique, tu vas brancher ton micro pour que tout le monde puisse t'entendre. En cliquant sur le petit micro en bas. Je peux l'activer pour toi. Normalement, ça devrait marcher. Voilà, bonjour à tous. Voilà, bonjour Dominique. Et ça me fait plaisir de revoir ces images du Tahsil Nadjer. J'avais un petit peu plus de cheveux quand même. Alors, bonjour à toutes et tous. On est fin prêt pour cette jolie conférence qui va vous présenter le voyage Un violoncelle dans le désert au Rajasthan avec Dominique de Villancourt. Donc, j'ai avec moi Dominique de Villancourt, évidemment, à distance, et Stéphane Martin, donc, qui va accompagner ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Stéphane Martin, peut-être que tu peux commencer par te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, écoutez, un amoureux de l'âme déjà, hein, ça fait maintenant 25 ans que j'ai l'opportunité de voyager dans l'ensemble du subcontinent, alors de l'Himalaya jusqu'au sud, et puis dans le contexte des voyages culturels, 20 ans aussi maintenant. Donc voilà, oui, une région que j'adore, que je connais bien, je me sens vraiment à la maison là-bas, et le Rajasthan spécifiquement aussi, parce qu'on y va beaucoup, bien sûr, c'est quand même une destination qui est très prisée, et donc très heureux de faire cette aventure avec Dominique dans ce lieu absolument fabuleux. On va reparler un petit peu du Rajasthan dans un instant, bien sûr. Et donc, Dominique, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, alors il y en a beaucoup, on a beaucoup de nos clients qui reviennent et reviennent encore sur tes voyages, mais est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours et puis peut-être 2-3 mots sur ce voyage que tu vas accompagner? Voilà, c'est un très très beau projet là du mois de février prochain avec vous là, c'est dans le désert du Rajasthan. Ça va être un voyage qui va nous emmener depuis New Delhi jusqu'aux confins de Jaisalmer et du désert. Voilà, ce sont des voyages moi que j'effectue dans le désert depuis un certain nombre d'années, depuis même des dizaines d'années, où je vais un peu comme vous avez vu dans la vidéo avant, dans des déserts loin pour écouter d'abord le silence et puis pour jouer dans un cadre comme ça très inspirant. Et alors l'Inde, plus inspirant, c'est un petit peu difficile de trouver mieux. On va être dans des déserts, mais aussi avec des palais, enfin bon, on va parler de tout ça maintenant. Mais voilà, je suis toujours avec mon violoncelle. Je vous accompagne avec mon violoncelle et je joue quasiment tous les jours ou presque devant un lieu avec, je dirais, un fond de scène, vous voyez, qui va être un palais au fond là-bas, un grand fleuve qui part, des maisons, des palais, etc. Bon, c'est toujours très inspirant de m'intégrer, si vous voulez, dans le lieu pour jouer, par exemple, les suites de Bach, puisque pendant ce séjour, j'interpréterai bien sûr les 6 suites de Bach en intégrale, plus des partitions que j'ai moi-même composées en m'inspirant, et on pourra en reparler, de musiciens parfois indiens, et puis d'autres pièces pour faire découvrir le violoncelle. Très bien, merci Dominique. Et puis on a la chance aussi d'avoir Tania qui a donc créé le voyage et qui va nous en dire un peu plus avant de rentrer dans le vif du sujet sur comment elle a créé le voyage et ce qu'elle a pensé pour
vous tenez un petit peu en vie avant qu'on commence. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Donc c'est un grand plaisir en fait de travailler sur ce projet qu'on a initié avec Dominique. Et on a travaillé en bonne collaboration également avec Stéphane, qui nous a donné ses précieux conseils, particulièrement en fait pour les lieux de concert. Comme il connaît extrêmement bien l'Inde, donc il nous a été vraiment d'une grande aide. Donc voilà, ce circuit, on l'a travaillé tous les trois ensemble. Voilà, pour moi, l'Inde, ça fait également 20 ans que je travaille sur la destination. C'est une destination qui me tient à cœur. Le Rajasthan est une région magnifique de l'Inde. Donc voilà, comme disait Dominique, ce sera vraiment un lieu magique en fait pour assister aux différents concerts donnés par Dominique. Et je peux vous assurer aussi, puisque moi j'ai eu le plaisir déjà de partir en voyage avec Stéphane sur un voyage intermède, c'est un conférencier exceptionnel, donc ce sera un grand plaisir de voyager avec lui. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane qui va rentrer un peu dans le vif du sujet sur l'itinéraire, enfin sur le Rajasthan en général, et puis Dominique interviendra sur la partie concert, évidemment, pour vous donner un peu plus de contexte musical en tout cas. Voilà, donc en effet, on va faire une courte introduction donc, de la destination elle-même, déjà faire un petit point sur ce qu'est le Rajasthan. Bien, Tania, on va se retrouver, voilà. Effectivement, comme le disait Dominique, c'est un des États peut-être les plus fascinants. Alors, c'est peut-être aussi un des plus parcourus, j'ai envie de dire, parce que aussi assez facile. Les routes sont maintenant bonnes. Enfin, je veux dire, se déplacer au Rajasthan, c'est devenu assez confortable. Donc, ça attire bien sûr beaucoup de touristes, de passionnés de l'Inde. Et du coup, c'est déjà une première chose que de se dire, voilà, on peut aller en Inde et voyager dans des conditions qui sont confortables. Ce qui n'est pas le cas de tous les États de l'Inde, mais celui-ci, donc, qui est le plus grand. Des États indiens, il est grand comme la moitié de la superficie de la France, avec une population qui est à peu près équivalente, voire plus importante même que la population française, 72 millions d'habitants sur 340 000 km². On est sur un État qui est monumental, avec une organisation en plus de cet État qui est très spécifique d'un point de vue géographique. Il faut imaginer, donc là, je vous ai mis la petite carte pour que vous puissiez vous repérer par rapport au subcontinent déjà sur le tout petit morceau qui est en bas de carte. Et puis, la forme donc, de l'État est particulière. Il faut imaginer qu'il est coupé en fait en deux par des montagnes qu'on appelle les montagnes Aravalli, donc en fait qui sont parmi les plus anciennes montagnes du monde et qui vont donc du sud-ouest au nord-est. Donc le sud-ouest en fait vers le Gujarat et le nord-est vers Delhi. En fait, les montagnes Aravalli terminent quasiment donc leur parcours en traversant le Rajasthan et donc s'arrêtent à Delhi. Traditionnellement, on dit même qu'elle s'arrête là où le palais du vice-roi avait été construit, ce qu'on appelle Regina Hill. Et donc, on va avoir, donc, climatiquement parlant, au Rajasthan, une diversité qui est due aux Aravalli. Le phénomène de mousson, donc, qui va rester plutôt du côté est, va donc ainsi assurer, avec le ruissellement du coup des eaux le long de ces montagnes. On est à peu près à 1720 mètres pour le point culminant, donc dans la région de Montabou. Montabou, c'est vers la frontière avec le Gujarat, donc le sud-ouest. Et donc, ces moussons, elles vont être plus ou moins attrapées par les montagnes et du coup, elles vont ruisseler du côté est de l'État, assurant ainsi, en fait, toute une partie de l'État dans une nature absolument verdoyante. On pense souvent au Rajasthan comme étant désertique. C'est pas le cas, en tout cas sur l'ensemble du territoire du Rajasthan. Donc ça, c'est une chose. Et nous, on aura l'opportunité pendant ce voyage justement de se promener des deux côtés, donc des Aravalli, de voir le côté très vert, notamment quand on est à Udaipur, profiter de tout ça, et puis quitter en fait cette région en passant par-dessus les Aravalli et aller de l'autre côté qui, en revanche, est un climat plus désertique. Donc tout le Tar, Jodhpur, Jaisalmer, ce sont des régions qui sont beaucoup plus sèches puisque la mousson donc ne peut pas
passer totalement de l'autre côté des montagnes. Et ceci assure du coup un climat différent et des cultures différentes. La population ne vit pas de la même façon, donc du côté est et du côté ouest des Aravallis. Alors, le Rajasthan, qu'est-ce que c'est que le Rajasthan? La terre des rois. On dit souvent la terre des rois. Effectivement, Raja, ce sont les rois. Stan, donc ça veut dire l'espace, le pays, la contrée. Et on dit aussi parfois le pays des Rajputs ou la terre des Rajputs, qui sont en fait des clans qui se sont formés donc dans cette région bien spécifique du nord-ouest de l'Inde. On est donc dans une région qui est placée géographiquement à des points de passage des populations depuis des périodes très anciennes, avant même l'arrivée des Indo-Européens. Dans les civilisations de l'Indus, donc bien plus au nord encore, donc notamment à Mohenjo-Daro et Harappa, on a des grandes civilisations qui dépendent en fait des civilisations plus à l'ouest, notamment de Mésopotamie, qui sont liées en fait à ces cultures de la Mésopotamie et de l'Iran. Et le Rajasthan est déjà donc au 4e millénaire avant Jésus-Christ sous l'influence de ces grandes cités, et du coup elle bénéficie d'un développement tout à fait spécifique. Et l'État va ensuite petit à petit, on s'en rend compte, devenir une porte favorable pour le passage de toutes les influences des populations qui vont envahir l'Inde. Donc c'est une culture très riche par ces passages divers et variés. La deuxième grande époque pour le Rajasthan, c'est les Indo-Européens, et c'est Rajput justement. Pour revenir aux Rajputs, ces clans Rajputs qui se mettent en place justement au moment du déplacement de ces Indo-Européens qui partent donc du nord, certainement quelque part dans le sud de l'Altaï ou éventuellement aussi au-dessus de la Sogdiane, donc ils sont passés par ici, ils vont se séparer en deux, aller en Iran d'un côté, au Rajasthan, en Inde de l'autre, et ils passeront par le Rajasthan. Donc, j'ai envie de dire que le Pendjab, le Rajasthan sont des zones qui sont très fortement influencées par les premiers Indo-Européens et les premières populations indo-européennes, donc ils vont mettre en place ce système qu'on appelle les castes, notamment. La deuxième étant celle des Kshatriya, des rois. Ces Rajputs étaient donc justement des guerriers vaillants qui se sont beaucoup battus entre eux, mais qui se sont aussi beaucoup battus contre les différents envahisseurs, qui n'auront de cesse de passer sur cet état pour aller en Inde partout. Ou bien à l'est, éventuellement en longeant la plaine indo-gangetique, ou bien en traversant par le sud le Madhya Pradesh, et éventuellement en allant au Gujarat. Donc, on passe toujours par l'Haryana et le Rajasthan est sur les routes commerciales. Aussi, d'ailleurs, quand les routes de la soie seront donc actives, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, le Rajasthan est au cœur des routes méridionales de la soie. Donc, c'est un État qui est très riche, dont les cultures sont très variées, qui est riche économiquement depuis toujours, qui continue à être riche parce que les richesses aussi du Rajasthan sont importantes, le sol, notamment dans le sous-sol, l'agriculture, tout ça donc fait que le Rajasthan bénéficie de conditions économiques très favorables, et en même temps, ce patchwork étonnant de cultures qui est dû à la diversité des paysages et de l'État lui-même dans sa géographie, ça c'est très important aussi. Donc quand on va au Rajasthan, on est surpris en faisant 100 km, déjà on change complètement de paysage, on change de costume, les gens ne sont pas habillés pareil, plein de dialectes différents aussi bien sûr, donc une variété absolument étonnante de cultures, de paysages, et ceci pour faire un voyage comme celui qui est proposé, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on aura l'impression en fait de changer de pays presque tous les jours. C'est assez fabuleux. En plus, on a choisi dans ce programme, donc qui traverse notamment surtout la partie méridionale donc, du Rajasthan, et je vous le disais, donc une partie un petit peu à l'ouest, quand on va arriver à Udaipur en fait. Le vol arrivera à Udaipur, donc on est dans celle qu'on appelle la Venise de l'Est. Venise parce qu'en fait, il y a beaucoup d'eau dans cette région, j'en parlais tout à l'heure, le ruissellement des eaux le long des Aravallis permet d'avoir donc, des réserves en eau qui sont importantes. La ville d'Udaipur, qui est une ville assez récente, qui avait été en fait fondée au XVe siècle par Uday Singh Ji, en fait est une ville qui va au départ se développer autour d'un lac naturel, et ce lac, le lac Pichola. Une croisière est prévue dans le voyage donc sur ce lac Pichola. Et puis les souverains qui vont succéder à Uday Singh vont eux-mêmes fabriquer des réserves artificielles. Donc on a des lacs un peu partout, on a une dizaine de grands lacs qui sont d'ailleurs liés les uns aux autres par des canaux
et des systèmes de vannes donc, pour faire circuler l'eau. Et effectivement, on est dans un contexte très montagneux, donc le paysage est juste splendide, avec de l'eau un peu partout, ce qui est toujours un choc, puisque quand on va au Rajasthan et qu'on se promène beaucoup dans le Thar et qu'on arrive là, on se dit, effectivement, c'est très différent. Donc, on commence le voyage par cette ambiance très, très particulière. On y découvrira bien sûr le palais royal qui est sur le lac. Donc, il y a un très, très beau musée avec des beaux objets qui ont été regroupés donc, par la famille royale et qui sont exposés donc, de façon à partager en quelque sorte des éléments de culture importants du Rajasthan, de cette région, la peinture, des objets courants, mais de très beaux objets d'art, beaucoup de peintures d'ailleurs, de miniatures, puisque chaque région donc, où ces Rajputs se sont organisés en clans, 5 grandes régions, 5 grands clans, ont aussi des styles très spécifiques dans l'expression artistique, notamment dans la peinture. Donc on verra beaucoup de miniatures dans ce musée, des armes, des habits traditionnels, etc. On fera une croisière sur ce lac donc à Udaipur. On ira avec Dominique donc qui nous proposera donc de jouer d'une part dans un site absolument incroyable qui sont des vieux temples, parmi les plus vieux temples justement de l'époque classique, 6e, 7e siècle, l'époque Gupta, les derniers en fait un petit peu endommagés, il faut le reconnaître, mais qui sont perdus dans un écrin naturel absolument somptueux. Donc Dominique jouera devant ces temples. On aura l'opportunité aussi peut-être d'avoir un concert comme ça, un petit peu à l'improviste, au bord d'un des lacs, si Dominique le souhaite. Donc voilà, déjà Udaipur, on commence dans une nature grandiose, des concerts qui promettent d'être étonnants. Et ensuite, on va donc partir, on va traverser les montagnes, on ira à Ranakpur pour rejoindre Jodhpur. Ranakpur, on va y découvrir, donc on est au cœur des montagnes Aravalli, on va monter donc presque à 1000 mètres. Ranakpur, on y découvre un temple Jain absolument extraordinaire. Les Jains, la communauté Jain s'est développée au Rajasthan, à proximité aussi donc de Mount Abu, qui est un des centres les plus importants donc, de pèlerinage pour les Jains, et pas très loin de Mount Abu, il y a donc Ranakpur avec un des temples peut-être les plus impressionnants, qui est en marbre, totalement en marbre, une forêt de colonnes absolument incroyable. On ira ensuite de Ranakpur à Jodhpur, on passera à Mandor où il y a une série de cénotaphes. Là, Dominique jouera aussi donc, devant des cénotaphes royaux qui sont absolument grandioses. Là, ce sera encore un moment tout à fait étonnant. Ils sont en grès rouge, donc imaginez, en fin de journée, la lumière devient complètement féerique. Et c'est tout à fait superbe d'imaginer qu'on puisse participer à un concert de Dominique dans ce contexte-là. Ensuite, de Mandor, donc on n'est pas très très loin de Jodhpur. Jodhpur, on rentre dans le désert du Thar, on change de région, on arrive dans la région dite de la mort. Le désert du Thar, c'est un désert très hostile. Il fait des températures incroyables l'été, plus 50, 55, moins 20 l'hiver, une amplitude donc thermique complètement folle, des populations qui se sont adaptées à ce type donc, de climat. On n'est plus du tout, vous verrez, même les gens n'ont pas la même façon de vivre, c'est évident, les mêmes costumes, même physiquement, ils sont aussi différents. Donc, dans le Thar, plein de petites communautés, les Bishnoi notamment, donc, qui sont présentes dans ce désert. Et à Jodhpur, on aura la chance de visiter la grande forteresse de Mehrangarh, qui est un des éperons rocheux les plus impressionnants de l'Inde. Si à Udaipur, le palais était au bord d'un lac, là, on a un palais fortifié, là aussi du 15e siècle, grandiose, monumental, et qui domine l'ensemble de la ville qu'on appelle la ville bleue. Bleue parce que, on le verra, les Brahmanes avaient un petit quartier donc, derrière le fort, qui s'appelle Brahmanpuri, qui était peint en bleu. On utilisait de l'indigo, notamment pour peindre les maisons en bleu. Le bleu, c'est la couleur de la divinité, c'est aussi donc une façon donc, de se différencier des autres habitants de la ville. Donc Jodhpur, superbe ville, aux portes du désert, et de là, on ira ensuite vraiment dans le désert avec Mandwar. Dominique jouera aussi donc, dans ce désert. L'idée, c'est de passer donc, une nuit dans un contexte un petit peu féerique, avec des tentes qui sont extrêmement confortables, un peu de camp. Le ciel, la voûte étoilée est absolument grandiose, et profiter de ce silence dont parlait Dominique tout à l'heure, mais aussi, bien sûr, donc, de cette musique formidable qu'il jouera pour nous. Donc ça, c'est Mandwar.
petit safari aussi, dont l'idée c'est de découvrir un petit peu la nature, et d'aller un peu plus loin encore dans le désert, puisque Jaisalmer, on est vraiment dans le désert du Tar. Jaisalmer, on la connaît bien, on l'appelle la ville dorée, notamment pour sa citadelle, extraordinaire citadelle. On est au XIIe siècle quand un clan Rajput a fondé cet énorme fort, là aussi, avec 100 bastions, 99 bastions qui entourent comme enceinte donc, cette citadelle fabuleuse. Là encore, la possibilité de sortir donc le violoncelle pour Dominique, faire un concert peut-être improvisé là-haut s'il le souhaite. On est aussi surtout dans ce désert du Tar qui recevait, qui accueillait les cénotaphes royaux comme pour Mandor, mais qui ont des formes différentes et ils sont isolés de la cité. Mandor, on est en ville, alors que pour les cénotaphes royaux de Badabag, on sera complètement dans le désert et on aura l'opportunité d'avoir en fond, comme ça, en décor, presque une centaine de cénotaphes qui sont en grès doré, enfin en pierre qui ressemble à du grès doré, et le soir, bien sûr, ça s'enflamme, la couleur devient complètement incroyable. Donc c'est un spectacle absolument féerique, donc en soi, déjà les cénotaphes, avec en plus un concert, bien sûr, ça doit être encore plus beau. Ensuite, on partira pour Kimsar. Kimsar, on remonte donc du coup légèrement vers le nord et on pique vers le centre, parce qu'on va couper en fait le Rajasthan par son centre. Et à Kimsar, on est là aussi à cheval entre les dunes, donc, et on retourne un peu vers les Aravallis. Donc à Kimsar, le point fort, c'est aussi la nature, notamment la possibilité d'aller à l'encontre des antilopes, donc les blue bulls, notamment les impalas. Elles sont partout et donc c'est toujours un bonheur de pouvoir s'en approcher un petit peu. Et puis aussi, Dominique nous proposera un concert au coucher du soleil sur une des dunes qui se trouve proche donc du site dans lequel se trouve l'hôtel. Puis ensuite, on rejoindra la ville rose, Jaipur, donc la ville de Jai Singh II, une ville qui a été entièrement conçue au XVIIIe siècle, donc par ce souverain éclairé, humaniste. Il a fait lui-même, il a conçu lui-même des instruments de mesure incroyables. On a 5 grands sites donc avec des instruments qu'il a conçus lui-même sur la base notamment des connaissances qu'il pouvait avoir de l'Asie centrale et de l'Ouzbek par exemple en Ouzbékistan, mais aussi les autres donc connaissances qu'il avait sur l'ensemble donc de cette science qui consiste à regarder le ciel et de pouvoir prévoir donc éventuellement des éclipses. Il s'en servait beaucoup aussi pour les mariages puisque les thèmes astro sont très importants dans le contexte indien. Donc on a un site grandiose là qui est proposé, ainsi que le City Palace, voilà, qui est donc le palais en fait de la ville, le palais royal de la ville, une ville complètement conçue sur plan par ce personnage qui était aussi un peu architecte, un peu poète, un peu mathématicien. Donc c'est pareil, c'est très intéressant parce qu'on change de monde en fait quand on est à Jaisalmer, quand on est à Udaipur. Ce sont des villes qui se sont conçues comme ça, un petit peu au gré donc des siècles, alors que là, on a vraiment un plan très précis avec un petit peu un cardo et un documentus quasiment à la romaine et des quartiers comme ça qui accueillaient donc les différents habitants. Un quartier pour le palais royal, un quartier pour la religion, un quartier pour le commerce, etc. Donc très belle ville, Jaipur. Le palais des vents et son emblème, on le connaît tous, hein, cette immense façade avec des centaines de petites fenêtres. Donc on ira le voir. On ira voir le fort d'Amber, qui est en fait l'ancienne capitale. Je vous disais que Jai Singh II a conçu sa ville au XVIIIe siècle, en 1721. Avant la conception de cette ville, les Kashwara, qui est ce clan Rajput donc typique de la région, vivaient dans une capitale qui était un peu éloignée dans les montagnes, dans les contreforts Aravallis, à Amber. Et ce fort est aussi un des forts les plus beaux donc du Rajasthan. Dominique aura la possibilité aussi donc, de faire un concert dans ce fort. On est en altitude, on voit comme ça au loin donc la ville nouvelle donc se présenter à nous avec un grand lac. C'est aussi très féerique, c'est aussi une ville étonnante. Ces bazars, le bruit, c'est tout à fait typique. C'est la capitale du Rajasthan.
Donc, une grosse ville, vraiment, aujourd'hui, c'est 5,5 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment une ville où on sent toute la richesse des gens, déjà des cultures, les échanges qui sont faits. C'est un moment très intense aussi que de pouvoir se promener à Jaipur et de profiter de cette culture. Ensuite, on n'est plus très loin, donc on changera d'état en fait. On ira donc dans un état voisin du Rajasthan, mais on reste quand même aux portes quasiment du Rajasthan pour aller découvrir Agra. Donc Agra, on est en Uttar Pradesh, sur une rivière qui s'appelle la Yamuna. Donc Shah Jahan, un des grands Moghols, on parlera beaucoup des Moghols pendant ce voyage. Les Moghols et les Rajputs ont souvent été très proches les uns des autres, parfois en conflit, parfois donc plutôt en soutien les uns les autres. Donc on verra que la culture au Rajasthan est très belle aussi parce qu'elle mélange justement l'approche indienne donc de l'esthétique et l'approche donc des Moghols qui viennent eux d'Asie centrale. Donc c'est un mélange étonnant qui nous est proposé par cette culture donc indo-moghole. Le Agra, donc le grand mausolée d'Agra, donc c'est le Taj Mahal, on le connaît tous, l'histoire d'amour qui va avec, le paysage incroyable, le côté grandiose, et l'opportunité, là encore, donc avec Dominique, de pouvoir en toile de fond avoir donc ce mausolée incroyable, la rivière Yamuna, et nous positionnerons dans les jardins moghols qui sont de l'autre côté de la rivière pour le plaisir de nos oreilles et de nos yeux. Donc, puis il y a un patrimoine incroyable aussi à Agra, un patrimoine moghol et hindou que nous découvrirons donc pour la fin de ce voyage. Je pense que j'en ai dit assez. On va après rentrer sur Delhi, on passera par Nimrana, c'est un port aussi qui est aux frontières donc entre le Rajasthan et l'Haryana, qui est l'état dans lequel se trouve New Delhi. On aura peut-être aussi un concert de Dominique d'ailleurs au Nimrana. C'est un fort qui est médiéval, donc et qui aussi est construit sur une colline. Donc, un très beau site aussi pour terminer ce voyage avant de rentrer sur la capitale. Merci. Voilà. Merci Stéphane. Merci à vous. J'imagine que ça vous a donné une bonne perspective sur l'aspect culturel et l'itinéraire en détail de ce que vous allez voir. Je vais laisser la parole à Dominique qui va revenir plus sur le volet musical du voyage. Alors même si tu l'as un peu mentionné Stéphane, je suis sûre que Dominique a d'autres aspects à raconter sur les concerts. Oui, bien sûr. D'abord, merci Stéphane, parce que là, on a très envie de partir. C'est quand alors ce voyage? Eh ben, c'est très bientôt, ça va venir vite, début février. Oui. J'ai envie d'y aller là. On a tous envie. Moi, je pars dans 3 semaines, si vous voulez, on y va ensemble. En tout cas, en février 2024, moi, ça va être magnifique. Bon, ce sont des lieux que j'ai déjà visités pour la plupart, et je sais que pour l'avoir fait déjà, ce sont des moments très exceptionnels où je peux, avec ma musique, effectivement, je dirais, transporter les personnes qui viennent dans un voyage un peu presque, je dirais, presque initiatique, voyez, où la musique fait partie du voyage et où le violoncelle me permet de raconter des histoires, des choses, la façon dont la musique est écrite. J'ai beaucoup d'anecdotes que j'ai vécues en Inde jusqu'aux confins de l'Himalaya, etc. Et je pourrais donc à chaque fois que je joue par exemple une suite de Bach, eh bien aussi expliquer comment mon parcours de musicien m'amène à être inspiré par ces pays. Alors tu as très très bien raconté, Stéphane, tout ce que nous allons voir. C'est à chaque fois très différent, comme tu l'as dit au tout début. À chaque fois, on a quasiment chaque jour, on voit des paysages très différents qui vont de l'effervescence, de beaucoup de l'effervescence de la nature jusqu'au désert le plus dur et le plus sec, et jouer dans ces différentes ambiances chaque jour, c'est comme un voyage qui est un peu initiatique, qui part où je peux raconter des histoires. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Chaque jour, quasiment, il y aura des concerts ou des moments musicaux. Ça veut dire des concerts un petit peu plus longs où je joue vraiment une suite en entier avec
ce que je peux raconter sur la suite et la façon de la jouer, et puis d'autres moments musicaux, parce que parfois c'est pas forcément le temps qui est important, mais la longueur du temps, mais c'est le moment où on a un instant de grâce quand même. Ça arrive, je sais pour l'avoir vécu avec beaucoup d'amis d'intermède, où tout à coup, ah oui, là ça c'est, voilà, il se passe quelque chose. Je raconterai aussi comment dans la musique indienne, eh bien, le temps, je dirais, n'est pas le même. La musique indienne est une musique qui étire le temps. C'est assez étonnant, et je dirais qu'il faut être sur place pour vivre ça. Quand on est en Inde, on n'a pas la même notion du temps de la journée que quand on est en France. Il y a un autre rythme, et ça s'entend dans la musique indienne, où donc cette musique très longue, très étirée, eh bien fait que le temps, en étant plus long, on a l'impression qu'il s'arrête presque. Vous voyez, il y a une distorsion du temps qu'on vit en Inde, et que vraiment, pour l'avoir vécu, c'est très spécial. C'est même difficile à raconter. Il faut y être. Et voilà. Donc, je raconterai comment j'ai composé une pièce spécifiquement sur cette idée du temps qui se rallonge. On pourra parler de tout ça là-bas, mais je compose en ce moment un opéra, et donc cet opéra justement reparle de cette longueur du temps qui fait qu'en très peu de temps, eh bien, on pense à beaucoup de choses. Et donc, comme on pense à beaucoup de choses, par exemple, regarder un violoncelliste devant, au fond, là-bas, le Taj Mahal ou autre chose, eh bien, le temps n'est plus le même. Vous voyez, il y a une distorsion des choses, et ça, c'est très, très intéressant. Oui, ça promet d'être assez incroyable. J'ai vraiment hâte de tous ces moments de grâce, parce que c'est vraiment des moments de grâce qui vont être offerts à nous, grâce à vous, Dominique, bien sûr, et en alliance, c'est des liens qui sont presque mystiques, qui se mettent en place entre l'esprit et le lieu dans lequel on se trouve. Oui, et chaque participant aussi qui est actif dans ce voyage d'une dizaine de jours, le temps aussi de se connaître, au travers de ces voyages, on apprend à se connaître, à écouter l'autre, à avoir du temps pour parler aussi avec les gens. Et moi, j'aime beaucoup ces voyages comme ça, où on est assez peu, on peut parler du violoncelle, de la musique, de mon métier, mais aussi de ce qu'on voit. Et les gens, les personnes se dévoilent petit à petit. C'est vraiment, ce sont des beaux voyages. Oui, super. Super. Je me suis rendu compte là qu'en fait, j'ai carrément oublié les slides. Eh ben, on va faire. J'ai carrément oublié. On va quand même pour avoir l'image. Là, quand même, on va mettre les images maintenant, parce que je sais pas que je suis pas un pro de ce genre d'événements. J'ai plutôt tendance même à faire des catastrophes quand je touche un ordinateur. Et là, j'ai plus qu'à appuyer là, c'est ça. Voilà. Du coup, on va faire. Je suis désolé, voilà. Mais là, c'est bien. Vous aurez donc les images et gardez en esprit donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc le lac Pichola, le seul lac donc qui soit naturel à Udaipur. On voit là l'exubérance donc de cette nature, beaucoup d'eau, beaucoup d'arbres, beaucoup de jardins, beaucoup de fleurs, et toujours des palais, des mausolées un peu partout, des temples. C'est absolument grandiose. Ça, c'est une partie donc du palais royal avec le lac Pichola et les croisières que nous faisons dessus. Donc, on aura un petit bateau comme ça qui nous permet de voir le palais du lac. Ça, c'est très bien, parce que de ce point de vue-là, on a aussi une vue sur les Ghats. Donc, ce sont ces marches où les habitants de la ville se regroupent. C'est beaucoup de couleurs là encore, c'est des moments de grâce, les gens viennent de se baigner, les gens viennent profiter donc de la présence des temples aussi, et c'est un lieu tout à fait extraordinaire. Là encore, vous voyez la nature, les arbres, même sur le palais, il y a des jardins, des jardins suspendus. Les couleurs sont fabuleuses, surtout qu'on fera en sorte de faire cette croisière donc à la lumière donc de la fin de journée. Ça, c'est le temple de Jagdish, c'est un des temples construits à proximité du palais, dédié à Vishnu. On aura l'opportunité de parler, bien sûr, des traditions spirituelles de l'Inde au Rajasthan.
C'est très important, bien évidemment, de plonger dans ce panthéon qui est très complexe, même si le Rajasthan, c'est peut-être pas l'état des temples. Si on veut voir vraiment les temples, il faut aller plutôt dans le monde dravidien, dans le sud de l'Inde, mais on voit quand même quelques très jolis temples. Celui-ci, voilà, est un bel exemple. C'est du marbre, il est quasiment au bord de l'eau. Pareil, la lumière est très belle. C'est donc un livre ouvert en fait sur l'iconographie donc du monde vishnouite. On passera un très beau moment aussi. Ça, c'est donc à nouveau donc un des lacs, le Fateh Sagar. Dominique normalement devrait nous faire un petit concert. On sera juste au bord là sur une terrasse donc de ce lac. Le Fateh Sagar, donc Fateh, c'est le nom du roi qui l'a conçu, qui l'a commandé, qui a organisé aussi le système hydraulique pour ce lac existe. Ça, c'est le temple de Jain dont je vous parlais tout à l'heure, de Ranakpur. Pareil, écrin de nature absolue. On est dans une jungle incroyable. Il faut imaginer, dans ces jungles, il y a encore des panthères, des ours, des hyènes. C'est Mowgli, enfin, c'est le livre de la jungle, c'est vraiment ça, quoi. Et au milieu de cette jungle se dresse une autre jungle de marbre, celle-ci, avec tous ces shikaras, une dentelle de pierre à l'intérieur. On voit voilà, des piliers, tous donc taillés avec une délicatesse étonnante. Ils racontent tous quelque chose, bien sûr, ces piliers. Là encore, on a une iconographie très riche, un monde complet, le cosmos tout entier, en fait. Donc, Jain est ainsi offert aux visiteurs. Ça, c'est donc une des clés de voûte et un des dômes donc en encorbellement de cet immense temple. Là, on arrive à Mandor. Mandor, c'est donc dans à proximité de Jodhpur. C'est l'ancienne capitale avant que donc Jodhpur nous soit récupéré en fait cette zone géographique qui est occupée en tant que capitale. Donc le clan des Rathores donc vivait dans cette petite ville qui était Mandor et puis qui est devenue trop petite, donc ils se sont déplacés, mais on a conservé une partie de leurs cénotaphes royaux. Ils ont des formes qui sont celles des temples classiques du Nord. Donc voilà, là encore un moment suspendu dans le temps et l'espace pour un concert qui promet d'être extraordinaire. Ça, c'est donc la grande forteresse de Mehrangarh, un tout petit bout, on ne se rend pas compte là donc de la dimension de cette forteresse qui est une des plus grandes du Rajasthan. Pas vraiment la plus grande, mais la troisième ou la quatrième plus grande, perchée comme ça, donc sur un immense rocher. C'est absolument somptueux. Et de là, on voit en bas les cénotaphes royaux, donc contemporains du 19e, qui ont remplacé ceux dont je viens de vous parler à l'instant, et notamment un de ces cénotaphes est en marbre blanc, il est grandiose. On, bien sûr, le découvrira ensemble. Ça, c'est le côté très sympa du désert, donc devant un feu de camp. C'est un noir, c'est en chemin vers Jaisalmer. Donc, quelques dunes. Le désert d'Uttar, ce n'est pas un désert de dunes à proprement parler. Il y a des zones avec des dunes, dans la région de Jaisalmer un petit peu, dans la région de Kimsar un petit peu aussi, quelques-unes vers Pushkar, mais ce n'est pas un désert de dunes. Hein. Donc, quand on a des dunes, ben, on est bien content de les trouver, on en profite et c'est très beau parce que voilà, c'est étonnant d'un seul coup de passer d'un terrain qui est quand même très plat et d'un coup, comme ça, émergent des dunes, on ne sait pas comment, qui se déplacent avec le vent. Enfin, donc les habitants locaux ont planté ces dunes pour pouvoir les fixer, en fait, parce qu'elles sont importantes, elles jouent un rôle très important pour les villageois qui se sont regroupés dans ces régions très inhospitalières. Et donc voilà, on aura l'opportunité donc là de passer un moment sous tente, très confortable, avec de la musique, de la danse, donc la musique traditionnelle et aussi la musique de Dominique. Donc dans ce silence incroyable, on pourra profiter d'autant mieux de cette musique. Voilà la citadelle de Jaisalmer dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, bien sûr. Donc pareil, un écrin complètement hallucinant, médiéval, plutôt bien conservé. On aura l'opportunité donc d'en profiter et de l'extérieur et de l'intérieur. On fera aussi la rencontre de Kanu et de son papa. Donc, ce sont des chanteurs de Qawwali. Le Qawwali, c'est très spécifique. Dominique en parlera, j'en suis sûr. C'est des chants dévotionnels d'une intensité absolument incroyable. J'ai rencontré Kanu il y a 9 ans maintenant, donc il avait 1 an et demi, 2 ans, et je l'ai entendu chanter avec son papa à l'époque et son petit harmonium là.
Et je me suis dit, waouh, ça va être quelqu'un. Et effectivement, de le voir tous les ans, de le voir progresser, il chante comme un dieu et il sera là. Donc, quand on ira voir le coucher de soleil le premier jour sur Gézalmer, on se met généralement sur un point un petit peu en hauteur pour profiter de la lumière. Et Canu sera là avec son papa. Donc là, il a ses castagnettes en main, mais il joue parfois de l'harmonium et c'est surtout qu'il chante, en fait, c'est extraordinairement. Alors, j'ai juste une question, en fait. Est-ce qu'ils sont choisis, ces enfants? Est-ce qu'il y a, enfin, comment ça se passe, en fait? Il a commencé à chanter à quel âge? Le papa chante déjà, d'accord. Donc il lui transmet. Du kawal, et puis le gamin, il a grandi là-dedans. D'accord. Et puis très tout petit, il s'est mis à chanter certainement spontanément. Et c'est surtout étonnant, c'est qu'il garde sa voix. Parce que un jeune homme, en plus, il change sa voix et ils ont besoin de chanter avec des notes qui sont très hautes, un rythme très particulier, c'est très intense, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, pour un petit bout de chou comme ça, là, effectivement, c'est pas une évidence. Et donc, ce gamin, il a un don. Certains vont dans des écoles, des académies pour apprendre. Lui, il a appris dans la rue. C'est des gens très modestes. Je voudrais peut-être dire quelque chose. Alors là, ça me passionne. Là, j'apprends ça maintenant. Je vois maintenant qu'il va y avoir récemment cette écoute de ce jeune garçon, ou puis peut-être de son père aussi qui joue. Alors ça, je trouve ça tout à fait passionnant parce que moi-même, j'écoute, si vous voulez, à chaque fois ces musiciens, et Dieu sait que j'en ai rencontré, et des Sikhs et des Khan et beaucoup de dynasties de musiciens en Inde. Et là, vraiment, ça m'intéressera beaucoup de voir avec ce garçon, même si on peut un petit peu, à un moment, jouer ensemble, faire une improvisation. Là, je suis tout à fait partant pour ce genre de choses, parce que c'est les moments forts où on se dit, tiens, d'abord, ça fait un échange avec les personnes. On n'est pas juste là pour arriver et puis faire notre périple. Non, on se mêle à la population d'artistes là, et il y a vraiment un beau moment en perspective, j'en suis sûr. Oui, je pense. Et le violoncelle, en plus, avec la shruti box, c'est comme un harmonium. Oui. Il y a des tonalités, même si c'est du vent, l'harmonium, c'est un instrument à air, mais il y a des tonalités qui sont presque de cordes, parfois, c'est assez étonnant. Oui. Les castagnettes derrière donnent un rythme complètement. Ah oui, d'accord, oui. Et puis la voix du petit sur la tonalité très impressionnante d'un violoncelle, c'est profond, c'est les tripes, c'est le ventre, il y a quelque chose de très ici, en fait, au niveau des tripes. Et ces envolées comme ça, vocales, dessus, ça peut promettre. Un des grands chanteurs connus, c'est Nusrat Fateh Ali Khan, bien sûr. Oui, Khan, bien sûr. Voilà, donc c'est dans cette veine-là. Oui, c'est magnifique. Justement, j'en ai rencontré de toute la dynastie Khan. C'est à chaque fois, il se passe des choses et on est, c'est une sorte de bonheur à découvrir que ces musiques qui semblent si différentes, on s'aperçoit que c'est souvent des traditions d'ailleurs vocales qui durent depuis le 15e, 16e, 17e siècle, qui se perpétuent avec une sagesse comme ça, avec le père qui donne à son fils la suite, etc., de façon orale. Et moi, quand j'interviens, quand je suis là, on s'aperçoit que ma musique occidentale, se fond en fait avec cette musique indienne de différents pays de l'Inde. Et ça, c'est tout à fait passionnant. On arrive toujours à se reconnecter. C'est un peu comme, vous savez, le langage de la tour de Babel, quoi. On parlait de ça récemment dans un autre voyage en Ouzbékistan. La tour de Babel, on n'arrive pas à se parler parce qu'on a des langues différentes. Avec la musique, et là, c'est vraiment le cas avec ce jeune musicien, nous allons nous comprendre parce que nous n'avons pas besoin de mots pour se comprendre. Ouais, exactement. C'est au-delà de ce langage-là verbal et intellectuel. On rentre dans une dimension qui est spirituelle, de la mystique, et ça va être très beau. Donc Gézalmer. Les cénotaphes de Badabac. Donc ça, c'est un des sites. Donc derrière Gézalmer, il y a aussi du désert. On est à quelques dizaines de kilomètres, enfin presque une centaine de kilomètres du Pakistan. Un désert qui a été beaucoup massacré, peut-être, visuellement, c'est un peu étrange de voir toutes ces éoliennes partout, mais finalement, ça donne quelque chose d'étonnant. Donc, ces cénotaphes, ils sont construits au milieu d'un espace rempli d'éoliennes.
Là, on ne les voit pas, mais la modernité, comme C'est ça, la modernité, Stéphane. le moderne et l'ancien qui se rencontrent, et c'est assez beau d'ailleurs de voir comme ça, ces moulins, c'est presque des moulins, c'est étonnant. Et donc, il y a une centaine de cénotaphes royaux en grès, donc cette pierre de Gézalmer qui est pas vraiment du grès, ça ressemble au grès, c'est une pierre calcaire en fait, mais qui est dorée et avec le temps, elle s'est patinée, elle devient très belle et voilà la couleur qu'elle a au coucher du soleil, imaginez. Donc Dominique sera devant, comme ça, derrière, en toile de fond, ces centaines de mausolées qui ne sont pas tous les mêmes au niveau des formes. Les premiers sont vraiment inspirés donc des formes hindoues. Là, on a des formes qui sont plutôt inspirées par le monde moghol. On voit donc le monde persan qui s'est mélangé avec le monde indien. Donc, ils sont variés, ils sont différents et c'est un bonheur total pour les yeux, bien sûr. Voilà, ça c'est donc le fort de l'hôtel de Kimsar avec un pseudo-fort, on va dire, un palais un peu fortifié. Il y a une enceinte tout autour, qui est plutôt un très bel endroit. Et puis c'est là qu'il y a des dunes avec, alors là, Eratum, c'est pas des Chinkara, ça c'est des Black Buck, mais il y a des Chinkara aussi qui sont toutes petites, qui sautent partout comme ça, c'est très beau à voir. On en a un peu partout dans la région de Kimsar. Et le Blue Bull, c'est l'antilope la plus grosse du monde. Très étrange, une bête un peu bizarre. On a l'impression qu'on a pris plusieurs animaux, qu'on les a remis ensemble. C'est un petit peu étrange. C'est un peu comme le taquin au Bhoutan. Je ne sais pas si vous connaissez cette bestiole. Drogpa Kunle, qui était un grand yogi qui mangeait beaucoup de viande. Et un jour, il a été un petit peu éméché. Il buvait aussi pas mal de bière. Et il avait l'habitude de remettre les animaux sur pied une fois qu'ils avaient mangé. Et là, il s'est un peu planté et il a fait une bestiole bizarre qui s'appelle le taquin, qui est l'animal emblématique du Bhoutan. Et ben, le Blue Bull, je pense que c'est un peu ça. Il a un corps énorme, une toute petite tête, c'est entre le cheval, la chèvre, la biche, c'est très étonnant. Voilà, donc on en verra aussi beaucoup. Et c'est endémique et ils sont endémiques de cette région-là du Tar. Oui, tout à fait. Dans la région, donc là où vivent les Bichnoi. Et vu que les Bichnoi sont extrêmement respectueux de la nature, ils ne mangent pas de viande, ils ne tuent pas les animaux, et donc les antilopes sont très proches d'eux. Ils n'ont pas peur d'eux parce qu'il n'y a pas de chasse. Voilà, donc ça c'est une bonne opportunité pour les rencontrer. Donc ça c'est le fort panoramique. Voilà, donc de l'ensemble. Voilà, ça c'est Nagore, donc c'est sur la route de Jaipur. C'est un ancien palais Rajput qui et dans son jus, ça c'est bien en fait, parce qu'il n'a pas été entièrement restauré. Il y a encore des peintures qui sont un petit peu abîmées. Toutes les parties du palais, la salle d'audience privée, la salle d'audience publique, sont encore dans leur jus. Il y a des bassins, il y a de l'eau un peu, des réflexions comme ça. C'est assez beau. Donc on y passe en fait. On fait une courte visite là-bas. Ça permet de descendre du bus, de manger, voilà, et puis de profiter de cette ambiance particulière parce que c'est juste quand même immense. Donc en plein milieu comme ça, de nulle part. La fameuse façade du Palais des Vents, c'est étonnant. Alors, ce n'est qu'une façade. Il faut bien imaginer que derrière, il n'y a rien. Il y a des petites loggias. Les épouses royales allaient voir ce qui se passe dans cette grande avenue. Voilà, donc les grandes processions religieuses ou militaires. Enfin, donc, elles pouvaient y participer en se mettant chacune derrière ces petites fenêtres. C'est l'emblème de Jaipur par excellence. Ville rose, donc, bon, on voit pourquoi. Hein, elle a été peinte donc sur ordre d'un des grands rajas au XIXe siècle, donc pour accueillir les représentants de la couronne d'Angleterre. Voilà, on a fait on se promène à droite à gauche. Là, c'est Amber, c'est l'ancienne capitale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, avant de descendre à Jaipur, donc en Jai Singh II a fondé Jaipur, il a créé cet immense espace dont je viens de parler. Et avant de descendre donc dans la vallée, ils vivaient dans les montagnes, dans les contreforts des Aravallis, dans une vallée fermée, et ils ont construit un fort, qui est le fort d'Amber. Donc voilà un détail, ça c'est une des grandes cours semi-publiques avec sur la gauche le Diwan-i-Am, la salle d'audience publique, donc où se regroupaient les habitants de Amber pour voir leur souverain et éventuellement régler des problèmes diverses et variés. Cette grande porte de Ganesh, elle permet d'aller dans les parties privées. Donc, de ce bâtiment, on voit très bien, là encore, le mélange entre le monde perse, vous parliez du Rajasthan tout à l'heure, Dominique,
on pourrait être devant l'entrée donc d'une médersa ou d'un palais en Ouzbékistan. Et le mélange de l'architecture hindoue. On voit dans les colonnes, là, les corbeaux, les consoles, que en fait, ce sont des détails qui sont, à proprement parler, du monde hindou. Voilà le fameux Jantar Mantar, j'en parlais tout à l'heure, ces constructions complètement hallucinantes. Ça, c'est pour lire l'heure. C'est un grand cadran solaire, inspiré de celui d'Ulugh à Samarcande, plus ou moins. Il y a comme ça des dizaines d'instruments répartis sur une surface, on se croirait au 22e siècle. C'est étonnant. Enfin, il y a du Le Corbusier dans l'esprit, oui, c'est très oui, épuré, c'est étonnant. Donc, on va voir ça. Et puis, on verra aussi, bien sûr, le fameux Taj Mahal. Le voilà. De cela, jamais. On ne peut pas s'en lasser. On ne peut pas s'en lasser. C'est un choc esthétique total. Vraiment. Enfin, on est silencieux, d'ailleurs, généralement, quand on arrive devant cette harmonie. Là, on ne voit pas les petites mosquées qui sont sur le côté, qui participent quand même à l'harmonie de l'ensemble, mais rien que voilà, quand on a cette vue avec les minarets, la perfection des proportions, on comprend avec le Taj Mahal, c'est en fait une évolution logique d'une architecture qui existe depuis l'époque des Samanides. Donc là encore en Ouzbékistan, à Bukhara, il y a une petite perle qu'on appelle la perle de Bukhara, qui est le tombeau du dernier des grands Samanides. Et bien à partir de ce tombeau, on va voir évoluer l'architecture depuis l'Asie centrale jusqu'à cette construction absolument étonnante au niveau des harmonies, au niveau de la matière, au niveau du décor, au niveau de l'ambiance et puis bien sûr l'histoire qui va avec. Donc derrière ce Taj Mahal coule la Yamuna qui va rejoindre le Gange ensuite donc un peu plus loin à l'est aux portes du Bengale à la sortie du Bihar et de l'autre côté de la Yamuna des jardins moghols qui se reflètent en fait donc dans l'eau de la Yamuna. Et en fait, une des particularités du Taj Mahal, c'est qu'il n'est pas construit au centre de son jardin. C'est une terre qui avait été donnée à Shah Jahan par le souverain de Jaipur. Et le projet était tellement grandiose qu'ils ont donc été obligés de repousser complètement le mausolée sur les berges, mais il fallait quand même une symétrie dans les jardins. Et donc, ils ont fait la symétrie de l'autre côté de la rivière. D'accord. Et on a redécouvert dans les années 90 un bassin, donc qui est à sec maintenant. Et j'imagine Dominique jouer là comme ça au milieu de ce bassin en marbre noir avec la rivière derrière et le Taj Mahal en coucher de soleil. Je pense que ça va être un moment magique. Ça devrait, oui, vraiment, c'est magnifique. Voilà, on va être transporté. Ça, c'est un mausolée d'un haut fonctionnaire de Akbar, l'Itmatul Dawla, le pilier de l'État. On en reparlera là-bas, c'est de la dentelle de jaspe, de marbre blanc, c'est juste étonnant. Il est de l'autre côté de la rivière aussi, c'est très beau. Ça, c'est le Fort Rouge qu'on va découvrir, bien sûr, en long, en large et en travers, conçu par Akbar le Grand, on en reparlera. Et ça, c'est donc, avant de rentrer à Delhi, ce vieux fort qui a été entièrement restauré, rénové par plusieurs fonds. Je veux dire, donc d'abord des motivations différentes quant à justement au style de restauration. Il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Indiens, donc qui ont emporté aussi bien sûr des capitaux. Et en une dizaine d'années, ils ont fait une merveille. Voilà, on doit y passer une nuit, c'est sur le chemin pour rentrer à Delhi. Voilà, donc en image cette fois-ci. Excusez-moi encore d'avoir oublié le support tout à l'heure. Je me suis emballé sur des mots sans image. C'est pas grave, vous les avez eu les images. Alors du coup là on a donc pour un petit peu faire une session de rattrapage en tout cas sur la fin. Donc on est du 4 au 17 février 2024. Tania a garanti le voyage hier. Ah oui, il est garanti depuis hier. Donc là, ça y est. Donc vous pouvez vous inscrire en toute quiétude. On est sur une formule de pension complète et des hébergements 3, 4, 5 étoiles. Ouais. Comme on a la chance d'avoir Tania aujourd'hui, est-ce que vous voulez poser des questions sur le voyage ou sur l'itinéraire ou sur les concerts? N'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez des questions, si vous êtes un peu timide, il y a un onglet questions cachées si vous voulez. Donc n'hésitez pas. Cette session elle sera disponible en replay. Si vous voulez partir avec des amis et que vous voulez leur partager la conférence, vous pouvez tout à fait leur envoyer les liens. Et du coup, ils auront une idée de l'itinéraire qui est à découvrir en février 2024. Est-ce qu'on a des questions? Je
Il y a des gens qui écrivent, alors peut-être qu'on va avoir des questions. Peut-être Tania, sur les Alors hôtels, déjà, est-ce que tu as voilà. des Bah, petits déjà, éléments à en ajouter fait, déjà, on va voyager sur la compagnie Vistara, qui est une compagnie indienne, donc avec un vol direct sur Delhi, et on continue directement sur Udaipur, en fait, le matin. Donc, effectivement, on arrive le 5 au matin à Delhi, on continue directement sur Udaipur, donc vraiment des vols très confortables, et au retour, c'est un vol direct. Donc effectivement, voilà, comme Marion le précisait tout à l'heure, hein, donc le voyage est garanti depuis hier. Il est en pension complète et on est effectivement sur une hôtellerie. Alors on a vraiment pris soin, on va dire, de l'hôtellerie. On aime beaucoup l'hôtellerie de charme au Rajasthan. Oui. Donc on a une belle hôtellerie qui a vraiment du cachet. Donc voilà, ce sera vraiment un très 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 joli voyage. Voilà, que dire de plus? Je peux répondre à vos questions si vous en avez. Bénédicte Dumont, après, je te pose une question sur le chat. Je vois. Est-ce que les trajets se font en bus et l'état des routes? Oui, les trajets se font en autocar confortable. Oui. Les routes sont correctes. Et les au routes Rajasthan. sont devenues même plus que correctes. C'est-à-dire que depuis l'après-Covid, il faut imaginer qu'ils ont utilisé ces 2 ans, en fait, où finalement, voilà, ça a été un petit peu difficile pour le tourisme, mais pour les gens, évidemment, qui vivent au Rajasthan, même en Inde en général. Et ils ont utilisé, en fait, ces 2 années pour terminer les grands chantiers qui avaient été commencés déjà depuis longtemps, mais qui traînaient. Et donc, on a des axes maintenant qui sont sur les routes principales qui sont top. En plus, donc en qualité, j'entends, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment des routes confortables. Et en plus, donc l'Inde reçoit donc le G20, et pendant une année, depuis l'année dernière jusqu'à cette année, il se déplace un peu partout. Donc les grands représentants de cet événement donc international, se déplaçant partout en Inde, y compris au Rajasthan. Ils leur ont fait des routes toutes belles, toutes neuves pour aller voir, même donc dans les villages ou dans les sites qui sont pas forcément en ville. Et on a donc des super routes avec un bus qu'on aura choisi qui sera un bon bus. Donc c'est confort. Franchement, c'est confort. En revanche, il faut imaginer qu'on fait quand même du bus, c'est-à-dire qu'il faut rejoindre. On roule. Alors, on fait quand même, je dirais en moyenne, sur ce voyage, on fait quand même 4-5 heures de route par jour, minimum. Oui, voilà, il y a au moins ça. Enfin, après, on a parfois des nuits, on reste un peu plus longtemps. Voilà, mais globalement, entre, je dirais, les 2 points principaux, quand on a à peu près 250, 280 km dans la journée, on est à peu près sur du 5 heures de route, on est bien d'accord, c'est bien ça. Oui. Ne serait-ce que pour les arrêts aussi, on s'arrête, donc régulièrement. Il y a aussi des choses à voir en route. Donc, on passe quand même du temps dans le bus. Le bus, on s'en sert, bien sûr, ce temps-là, il n'est pas perdu. Ce temps, pour faire des conférences. Dominique et moi, on sera ravis de vous raconter des choses, plein de belles choses, musicales, historiques, théologiques, politiques, sociales. On va voyager. C'est tellement complexe, c'est tellement riche. Il faut qu'on profite. Voilà, vous allez profiter des conférences de Stéphane. Voilà. Donc, la route, c'est pas du temps perdu. On a une autre question aussi, c'est sur le rythme. C'est un rythme 3. Et qu'est-ce que tu entends par un rythme 3? Le rythme 3, c'est justement par rapport au trajet en autocar, en fait. Donc, voilà, où on a quand même 4-5 heures de route, certaines journées. Et c'est pour ça qu'on a effectivement, on a mis ce voyage dans cette catégorie 3. Et on change aussi, on va dire, d'étape pas tous les jours, mais presque. Donc, effectivement, ça rajoute un tout petit peu, je dirais, à une fatigue. Ça rend le voyage un petit peu plus fatigant qu'un carpe diem. On reste un tempo où on reste de nuit dans chaque hôtel. Il n'y a pas de difficulté, en revanche. Voilà. Il n'y a pas de difficulté particulière d'ascension. Il y a quelques marches dans les forts et les palais. Il y a des marches, il faut monter et descendre des marches. Les Indiens ne sont pas encore au top au niveau, donc justement, des escalators, des ascenseurs, dans les sites, j'entends, dans les sites culturels. Oui. Parce que c'est pas facile à faire. Ils commencent depuis une dizaine d'années à sécuriser ces zones justement où passent beaucoup de touristes. Mais de là, tout ce qui est rampe pour les handicapés, ces choses-là, c'est encore un peu compliqué. Donc, il faut s'attendre à monter, descendre les marches, ça c'est clair.
Maintenant, il n'y a pas de difficulté particulière, j'entends. Voilà, on ne marche pas des heures par jour dans des situations, dans un contexte compliqué. Et du coup, une dernière question. En février, la météo, est-ce que c'est humide? Est-ce que pour un peu savoir pour quelles conditions ils vont faire les visites? C'est parfait, février. C'est juste parfait parce qu'en fait, on a la fraîcheur de la fin de l'hiver. Il fait froid au Rajasthan, c'est ce que je vous disais en tout début là, de rencontre. Il faut imaginer que dans le désert du Thar, il peut faire -10, -15 l'hiver. Donc, une ville comme Jaisalmer, une ville comme Jodhpur, l'hiver, on a froid. Il faut se couvrir. Et en fait, ce décalage de température, il va durer jusque début février. Dès début février, le soleil va commencer à taper. Sérieusement, il va faire chaud avec le soleil. La journée, il fait 25 degrés. Mais le sol est froid. Les pierres sont encore fraîches de l'hiver. On a encore cet air qui est frais de l'hiver, qui est très agréable. Je pense que c'est plus facile en février, par exemple, qu'à l'automne. Où là, on a toute la chaleur de l'été qui est encore là. L'air se rafraîchit un peu, mais les pierres sont chaudes, tout est chaud. Donc, c'est vraiment un bon moment parce que voilà, on n'est pas gêné par la chaleur intense qui peut être celle du Rajasthan. Février, c'est top. La lumière est magnifique, elle est encore un peu cristalline, un peu comme c'est encore une lumière d'hiver. Non, c'est bien. Franchement, c'est le moment. Mais effectivement, la nuitée, en fait, au campement de Madvar, il peut faire un petit peu froid. Oui, mais il y a tout le confort. Oui, tout à fait. Oui, il y a une couverture. Mais voilà, prévoir des petites polaires. C'est toujours bien d'avoir une écharpe, une petite doudoune pour le soir. Il y a un petit peu de vent, effectivement, dans le désert. Même si on est près du feu, dans le désert, etc. On a une dernière question de Laurence sur les vaccins, les précautions sanitaires, les tenues vestimentaires qu'il faudrait penser. Les tenues vestimentaires, alors pour rentrer, je dirais, dans certains temples, ou par exemple pour revisiter Hikmat ad-Dawla, là, on se déchausse. Donc en fait, il faut des chaussures qui sont confortables pour marcher, mais qui s'enlèvent facilement. Voilà, parce qu'on ne va pas se déchausser beaucoup au Rajasthan, mais voilà, Hikmat. On se déchausse tous les jours quand même. D'accord, ok. Donc voilà, des chaussures au moins confortables, au moins une fois. Quand même pour la marche et pour les visites, mais que vous pouvez enlever facilement. Prévoir des petites chaussettes qu'on met justement, parce qu'on peut rester, sauf dans certains temples jain où on doit retirer les chaussettes aussi, mais il n'y en a pas dans ce programme-là. On peut maintenant garder les chaussettes. Ils vont laisser ils ont une certaine tolérance, mais bon, ça change en fait de saison en saison. Des fois ils disent oui, des fois ils disent non, c'est pas trop. Donc il faut prévoir, même si c'est pas pour les temples jain, au moins des petites chaussettes que vous mettez, pour marcher sur le marbre. C'est généralement assez propre. Les temples sont plutôt propres. Pas vraiment un souci. Il faut prévoir donc effectivement pour les épaules, pas être trop en débardeur, voilà. Même les garçons, les hommes, on a généralement les genoux couverts, donc on peut mettre des bermudas longs sans problème. Et pour la tête, il n'est pas nécessaire de se couvrir, sauf dans certains lieux, notamment à Fatehpur Sikri, mais je crois qu'il n'est pas donc c'est réglé. La mosquée de Delhi non plus. Donc voilà, il y a 2-3 endroits au Rajasthan où on nous demande de se couvrir la tête parfois. Les garçons aussi pour rentrer dans le mausolée, notamment dans des saints, mais là c'est pas le cas. Donc voilà. Et il y avait des questions sur les vaccins et les précautions sanitaires qui pourraient. Voilà, les précautions sanitaires. Bon, effectivement, il faut toujours prévoir en fait suffisamment de médicaments que vous prenez, parce que parfois c'est difficile de trouver l'équivalent sur place. Il faut que vous ayez vos médicaments personnels. Donc vraiment bien prévoir pour toute la durée du voyage. Après, effectivement, il faut aller consulter un médecin. Il faut avoir de l'anti-moustique, ça c'est important. Moi, je conseille jamais les traitements anti-paludéens là-bas. En plus, l'hiver, c'est pas nécessaire. Le Rajasthan, il y a des moustiques certes, mais c'est pas une zone de palu, quoi. Donc c'est quand même dur à assumer. Le traitement il est lourd, il fait pas forcément du bien à la santé. Donc il faut se protéger des moustiques. Ça c'est important. On peut être dehors le soir effectivement, et si on est bien protégé, qu'on a des manches longues, on se fait pas piquer, c'est bien. Après, il faut emmener avec soi le confort du ventre aussi, c'est important quand on voyage, qu'on change d'alimentation. Par rapport à la nourriture. On a des petits soucis gastriques, donc il faut prévoir
donc des solutions pour ça. Il y a d'autres médicaments que l'Imodium. Là, c'est pareil, vous renseignez-vous auprès de vos pharmaciens Et médecins. Parce que l'Imodium, c'est pas non plus une super solution. Il y a d'autres solutions. Il faut partir avec un médicament, effectivement, pour le transit intestinal, c'est toujours mieux. Après, au niveau des vaccins, bon, ça aussi, hein, c'est absolument à faire le point sur cet aspect avec vos médecins. Ouais. Mais généralement, il n'y a pas de demande spécifique. Voilà, il n'y a aucun vaccin qui est obligatoire pour rentrer en Inde. Moi, en général, la seule chose que je conseille, que je fais moi, c'est l'hépatite A. L'hépatite, c'est ouais. tout. Ça peut être conseillé. Enfin, moi. Non, ça peut être conseillé. Et peut-être une dernière question sur la restauration, comme c'est de la pension complète, les types de restaurants que vous avez trouvés, à quoi s'attendre. Alors, généralement, le soir, on dîne à l'hôtel. Hein, donc, ce sont des beaux dîners buffets, en fait. Parfois, ils peuvent servir à la table quand on n'est pas très nombreux dans un endroit et qu'on peut être servi à table. On mange de toute façon toujours bien en Inde. C'est une cuisine de qualité. Les buffets sont copieux. Parfois, donc, très indien dans les petites structures, parfois mélangé indien et influence occidentale aussi. Donc il y a du choix. Il faut juste faire attention en fait, de pas se jeter sur les épices au début du voyage. Il faut une fois de plus, là c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Ah oui, de s'adapter progressivement. Il faut y aller doucement avec. Et quand je parle des épices, je ne parle pas du piment hein, parce que c'est pimenté de toute façon. Il y a aussi des plats non pimentés. Ça c'est quelque chose. Dans tous les hôtels qu'on va fréquenter et les restaurants, on est très attentif à ça. La qualité de la nourriture sera toujours bonne. En revanche, on ne peut pas passer à côté de la badiane, du clou de girofle, voilà, des épices de base du poivre qui font la base donc, de la richesse de l'Inde. Il y a des plats traditionnels. Et ça, pareil, le ventre, quand on n'est pas habitué au début, si on en mange trop et trop vite, ça peut créer des petits soucis. Et les repas du midi sont généralement pris dans les restaurants, donc bon, pareil, en cours de visite ou en cours de route. Et, bon, on a toujours des super restos sur ce circuit. On n'est jamais complètement séparé de la civilisation, entre guillemets. Donc, parfois, on est obligé de faire des pique-niques, ça peut arriver sur certains circuits, mais là, c'est pas le cas. Ah oui, là, c'est pas le cas. Au Rajasthan, il y a toujours des super restos. Du coup, on approche de la fin de cette conférence. Est-ce que Dominique, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine? Et voilà, j'attends de partir puisque j'apprends aussi que c'est confirmé et que le voyage va partir le 4 février. Ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Merci et j'espère que certaines personnes vont encore s'inscrire pour qu'on soit un groupe qui soit homogène et où on peut vraiment, comme je le disais tout à l'heure, se connaître mieux au travers d'un parcours aussi beau, enfin que l'a dit Stéphane, ça j'en ai aucun doute, et aussi riche en recherche, voilà, de silence intérieur. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Pour tous les inscrits à la conférence, vous pouvez mettre une option en ligne dès maintenant pour réserver le type de chambre que vous voulez. Comme on vous a dit, il est garanti, donc on a un nombre de stock limité. L'option ne vous engage à rien. Ça permet de garder votre stock pour votre chambre dans la catégorie de votre choix et peut-être de voir après pour décider. Anne-Camille vient de vous envoyer le lien directement pour pouvoir mettre votre option directement en ligne, ou si vous voulez, vous pouvez évidemment joindre notre agence ou vous rendre directement à l'agence cet après-midi dans le 6e arrondissement de Paris. Nous vous remercions. Cette conférence sera donc disponible en replay. Si évidemment vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers vente et on redirigera les questions vers Stéphane, Tania ou Dominique si on ne peut pas vous répondre. Merci à tous. Merci. On va vous laisser la musique. En espérant vous voir nombreux, sincèrement. Venez vivre cette expérience unique, ça va être quelque chose de formidable. On vous quitte en musique avec encore un petit peu un extrait du concert, des vieux montants.